ça fait une dizaine d'années que j'enseigne le kite, une quinzaine d'années que je pratique. Et j'ai créé en 2013 une marque qui s'appelle One Launch Kiteboarding. Le but étant d'avoir une identité qui permette de rassembler les gens autour d'un nom qui n'était pas le mien. Et donc c'était pour moi une façon de garder contact avec mes stagiaires pour continuer de les conseiller sur le long terme. Et donc petit à petit, j'ai commencé à mettre en place des supports pédagogiques vidéo et écrits. Ce qui a permis justement de fédérer tout le monde autour de ça. Et puis très vite, c'est plus seulement mes élèves qui se sont rapprochés donc, de One Launch Kiteboarding, qui est aussi un groupe sur Facebook, un groupe interactif qui compte à peu près un peu plus de 20 000 membres, je ne sais pas exactement, mais un peu toute la communauté kite, ou une grosse partie de la communauté kite francophone. Tu vois, par exemple, là, si je prends l'année 2020, j'étais en janvier au Cap-Vert. En mars, j'ai fait la République dominicaine. En juin, Inch'Allah, si tout va bien, je suis à Dakhla au Maroc. En août, je pars au Brésil pour 3 semaines et je retourne au Brésil en novembre pour 3 semaines. Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité, nous dit Antoine de Saint-Exupéry. Bonjour à tous, je suis Pierre-Arnaud d'Estremaux, voyageur et aventurier à mes heures perdues. J'ai créé le podcast Un bol d'air avec pour seul but de vous faire découvrir la face cachée de la vie des plus grands aventuriers, voyageurs et sportifs de ce monde, pour connaître tous les engrenages et les rouages qui façonnent finalement l'image publique que nous avons d'eux. L'idée est très simple, prendre 1 heure de leur temps pour vous partager les anecdotes les plus folles et vous faire rêver un peu. Bonne écoute! Bon, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on accueille Philippe Ancelin. Bonjour Philippe. Salut! Est-ce que tu pourrais te présenter, Philippe, en quelques minutes pour ceux qui ne te connaissent pas? Oui, bien sûr. Donc je m'appelle, comme tu viens de le dire, Philippe Ancelin. Je suis moniteur de kitesurf et originaire de Bretagne, plus précisément Carnac dans le Morbihan. Actuellement, je vis sur Lorient. Et ça fait une dizaine d'années que j'enseigne le kite, une quinzaine d'années que je pratique. Et j'ai créé en 2013 une marque qui s'appelle One Launch Kiteboarding. Le but étant d'avoir une identité qui permette de rassembler les gens autour d'un nom qui n'était pas le mien. Et donc c'était pour moi une façon de garder contact avec mes stagiaires pour continuer de les conseiller sur le long terme. Et donc petit à petit, j'ai commencé à mettre en place des supports pédagogiques vidéo et écrits. Ce qui a permis justement de fédérer tout le monde autour de ça. Et puis très vite, c'est plus seulement mes élèves qui se sont rapprochés donc, de One Launch Kiteboarding, qui est aussi un groupe sur Facebook, un groupe interactif, mais un peu toute la communauté kite, ou une grosse partie de la communauté kite francophone. Donc par francophone, je me suis surpris à avoir des personnes du Québec, de Belgique, de Suisse, Afrique du Nord, qui ont suivi activement tout ce que je proposais en ligne. Et donc voilà, aujourd'hui, on a, je dirais, une plateforme interactive donc, qui est le groupe Facebook, qui compte à peu près un peu plus de 20 000 membres, je ne sais pas exactement. Il y a une chaîne YouTube qui compte pas loin de 20 000 abonnés également. Et puis mon site web sur lequel je propose aussi tous ces supports et qui me permet aussi de vendre les produits grâce auxquels je vis, c'est-à-dire les cours de kitesurf et les stages de perfectionnement de kitesurf, puisqu'aujourd'hui, je travaille à 90% sur un produit perfectionnement et plus que du cours débutant. Voilà en quelques mots. Et je crois qu'en plus, tu n'as pas commencé dans le kitesurf initialement. Est-ce que tu pourrais nous raconter comment ça a commencé? Ah oui, alors avant d'être moniteur de kitesurf, j'étais réceptionniste en hôtellerie parce que en gros, j'ai jamais été trop passionné par l'école, les études, les choses comme ça. J'ai commencé le kite à 20 ans et je me suis dit que être réceptionniste permettait de trouver un job alimentaire sur les spots partout dans le monde. Donc, dans l'idée de partir vivre ma passion, j'ai opté pour la réception hôtelière parce que visiblement, j'avais pas, je dirais l'étoffe d'un compétiteur ou d'un champion du monde et ni le niveau requis. C'était pas non plus quelque chose qui m'inspirait énormément que de faire de la compétition. J'avais plus envie de vivre pour le kite d'une manière assez simple. Et donc voilà, je suis parti réceptionniste
En 2009, j'ai quitté la France. Je suis parti à Nouméa avec un billet aller et j'ai trouvé un job de veilleur de nuit dans un hôtel, donc qui m'a permis de naviguer la journée, de travailler la nuit et de dormir quand je pouvais. Et donc ça a duré un peu moins d'un an, je dirais. Et puis les choses ont fait que je me suis vite retrouvé à Sydney 8 mois plus tard pour rendre visite à un copain. J'avais pris un working holiday visa et puis donc de fil en aiguille, je suis resté un an en Australie. L'Australie qui m'a pas du tout permis de faire de la réception hôtelière, donc je me suis retrouvé à casser des murs à Sydney dans la démolition, ce qui payait bien. Grâce à ça, j'ai pu mettre un petit peu d'argent de côté pendant donc 3 mois de démolition à Sydney. J'ai acheté un camion et le pote à qui je rendais visite, je l'ai déposé à l'aéroport. Lui est rentré en France et puis bah, moi, je suis resté vadrouiller comme ça en Australie. Et très vite, l'argent a manqué et j'ai eu quand même l'occasion de passer l'ICAO pour essayer de trouver un job de moniteur. Et bien que j'avais jamais eu envie d'être moniteur, c'était vraiment le dernier job que je voulais faire parce que je pensais que ça allait ruiner ma passion pour le kite et m'enlever un exutoire du quotidien. Et ben, au contraire, j'ai passé l'ICAO, j'ai commencé à enseigner donc en Australie en 2010 et je dois avouer que j'ai très vite pris goût à ce boulot. Donc voilà, ça a été mes débuts en tant que moniteur, exactement sur le spot de Caloundra, au-dessus de Brisbane, en octobre 2010. Ok. Et depuis 10 ans, c'est ton métier à plein temps? Ouais, ça fait donc on est 2010-2020, ouais, ouais, exactement 10 ans que je fais ça à plein temps. Donc au début en Australie, donc en mode vraiment à la beatnik roots, en vivant dans mon camion et en profitant un maximum aussi donc de pouvoir naviguer, surfer dans le contexte australien avec des vagues, un wake park à côté. Donc ça, c'était vraiment chouette. Au début, donc c'était vraiment très précaire entre guillemets, hein. Je vivais dans mon camion, je donnais des cours, j'avais un arrangement avec des shops du coin qui me filaient des ailes. Et eux, n'ayant pas d'école, quand ils vendaient une aile et que quelqu'un voulait un cours, bah, ils m'appelaient, je donnais la prestation de cours. Donc ça a été très sympa pendant 6 mois. Et accessoirement, je m'occupais aussi des activités sportives de certains backpackers. Donc les backpackers, donc c'est les auberges de jeunesse en Australie. Il y avait 2 backpackers avec qui je travaillais. Donc voilà, ils avaient des clients qu'il fallait essayer de faire rester. Donc je les emmenais faire du surf, du wakeboard, des choses comme ça. Et à côté, je donnais des cours de kite en plus. Donc j'avais tout un petit univers vraiment sympa pour bah, vivre dans l'eau autant que possible. Ok. Et puis le visa australien est arrivé à sa fin et j'ai trouvé un job en Égypte. Et c'était marrant le contexte parce que c'était en plein printemps arabe pendant la chute de Hosni Moubarak en janvier 2011. Donc tout le monde me disait que j'étais taré de vouloir partir là-bas. D'ailleurs, il y avait plus grand monde qui était en Égypte et enfin en tout cas des Occidentaux. Et bah, ça s'est confirmé puisqu'en fait, au lieu de partir en janvier 2011, je suis parti qu'en mars 2011 en Égypte, puisque toutes les infrastructures touristiques étaient fermées en fait, hein. Et donc je suis arrivé en mars 2011 en Égypte dans un contexte de réouverture. Et donc c'était assez intéressant de voir qu'on recommençait à lancer le tourisme dans ce pays, tout reprenait un petit peu son fonctionnement normal. Je pense que c'est peut-être ce qu'on va vivre ici après la période du confinement. Et donc ça, l'Égypte, ça a duré 2 ans dans la ville d'El Gouna. Pour une raison simple, je suis resté là-bas parce que bah, ça m'a offert beaucoup de confort de vie en fait. On était prestataire pour un club med et dans un job comme ça Ouais. où tu es payé à la commission et où tu vis un peu au jour le jour, t'as pas de contrat, t'as pas d'assurance santé ou quoi que ce soit. Là, on me proposait quand même le gîte et le couvert et un certain volume de clientèle potentielle puisque c'était un club med qui nous amenait la clientèle, donc quand même du volume. Et donc pour toutes ces raisons pratiques, aussi le côté El Gouna, bon assez confortable, une marina, des restos, des bars, un petit peu Ouais. de vie quoi, hein. Donc c'est pas non plus comme si j'avais été perdu dans un bled au milieu de nulle part. Donc voilà, donc 2 ans là-bas et puis beaucoup d'expérience puisqu'on
on bossait avec des groupes assez complets. 4 élèves le matin, 4 élèves l'après-midi. Tant qu'il y avait du vent, il y avait du boulot, donc on envoyait pas mal. Et j'ai appris énormément du coup pendant 2 ans là, à un rythme bien intense. Donc ça, c'était vraiment chouette. Et puis une bonne team, des patrons cool, un climat clément et de belles conditions pour naviguer pour moi. C'est top ça. Et donc ça dure jusqu'à 2013. Tu passes 2 ans du coup en Égypte. Tu as dû Ouais, revenir bien bronzé d'ailleurs. ouais, surtout avec des cheveux cramés, ouais. Ouais, alors entre-temps, c'est vrai que j'ai fait une saison aussi hivernale à Cape Town entre 2012 et 2013. C'est aussi cette saison qui m'a bien confirmé que mon job en Égypte me permettait d'être assez privilégié en Ouais. termes de qualité de vie, puisque Cape Town, j'ai à peine pu rembourser mon billet aller-retour, le volume d'affaires n'était pas du tout le même, la commission sur les cours n'était pas la même, j'avais pas de logement, en fait j'étais même pas à Cape Town, j'étais à Langeban pendant une saison et j'étais collé pendant 3 mois dans un bled, sans voiture, sans thune, à faire des cours et bon, c'était pas très fun, la faune locale, les gens que j'ai côtoyés m'intéressaient pas plus que ça non plus. Donc ouais, quand je suis rentré en Égypte, je me suis dit aussi bon bah ouf, je retrouve un peu mon confort, mais par contre merde, j'ai envie d'évoluer et là j'évolue plus. Et je me voyais pas non plus faire mes vieux os en Égypte. Donc c'est vraiment dans cette année 2013 oui, ah oui, je me suis blessé au genou aussi là-bas en Égypte, pardon, en Afrique du Sud, donc il a fallu rester alité pendant un mois, donc pas de revenus. Heureusement, j'ai pu être hébergé chez quelqu'un et donc c'était moindre mal. Mais bon, quand on n'a pas de sécu, tout ça, c'est un peu compliqué. Donc c'est là que tu te rends compte que vivre d'amour et d'eau fraîche, il y a un moment, il faut que ça s'arrête, quoi. Ok. Donc ouais, retour en Égypte et le plan One Launch Kiteboarding en fait, hein, de vraiment maintenant créer un réseau potentiel de clients, de fédérer autour de mon savoir-faire que j'avais déjà emmagasiné. Parce que c'est vrai que quand tu travailles pour quelqu'un, c'est bien mignon, mais tu te dis mince, tous ces gens qui passent entre mes mains et qui parfois reviennent dans les établissements pour avoir la qualité de cours que je leur ai donné, bon, il faut bien que je le valorise et que j'en fasse quelque chose. Donc voilà, One Launch Kiteboarding est né petit à petit et j'ai déposé la marque en octobre 2013, donc dans cette année 2013 là. Et j'avais déjà créé le groupe Facebook en juillet 2012. Et voilà. Et puis j'ai quitté l'Égypte en fait dans cette année 2013 aussi. Je l'ai quitté en juin 2013. Je suis Oui. parti faire une saison en Grèce. J'avais vraiment besoin de me dire, allez, je sors de ma prison dorée. Là, je vais aller ailleurs. Je vais me remettre dans le rouge et puis ça va m'activer pour me sortir les doigts un petit peu, quoi. Et donc voilà. De fil en aiguille est arrivée l'idée de faire des supports tutoriels. C'est arrivé aussi notamment grâce à Arnon qui fait des t-shirts de kite très sympathiques. Et Arnon faisait un jeu en ligne pour gagner un t-shirt où il fallait analyser un décollage raté sur une vidéo. Et il m'avait demandé d'en faire l'analyse pour corriger et dire qui serait le gagnant du jeu. Et moi, je lui ai proposé, du coup, en plus de faire une correction écrite, bah, pourquoi pas de faire une vidéo de comment décoller une aile. Et il m'a dit, bah, écoute, si tu sais faire ça, vas-y. Donc, bah, j'ai essayé, j'avais jamais fait de vidéo, mais j'ai trouvé une personne pour m'aider. Et puis, on a fait le premier tuto comme ça avec un pote. Et puis, je me suis dit, bah, ça va être la meilleure carte de visite que je puisse faire pour retrouver du boulot si j'en ai besoin. Et, en- Ouais, et plus carrément. qu'une carte de visite, c'est devenu une vraie vitrine, en fait, pour mes stagiaires qui se sont dit, tiens, le mec a l'air de savoir de quoi il parle, pourquoi pas venir prendre un cours avec lui. Voilà. Et alors, que je comprenne, ça fait combien de tutoriels aujourd'hui que tu as réalisé en tout? Alors, en fait, j'ai un peu perdu le compte parce que je suis un mec super organisé. Mais je pense que je dois être autour de 80, à peu près. Donc- 80 sûrs, peut-être un peu plus. et tous différents, tous sur une activité du kite, une action du kite différente? Oui, disons que tu veux avoir des sections, après tu vas avoir un degré de niveau, mais je pars vraiment de comment préparer ton aile de kite, comment l'agréer, qu'est-ce que la fenêtre de vent, et puis on va aller jusqu'au Jesus Walk, au Handle Pass. J'ai pas fini d'ailleurs, le Handle Pass doit être en 3 épisodes, j'en ai fait que 2. Ok. Mais ouais, on couvre énormément de choses, les bases du saut,
comment fonctionne une aile, qu'est-ce que des lignes avant, qu'est-ce que des lignes arrière. J'essaye de couvrir en fait un petit peu tout et surtout des choses très élémentaires parce qu'on se rend compte que c'est vraiment ça qui est intéressant en fait dans le tutoriel. Aujourd'hui, la progression à un certain niveau pour le tutoriel, pourquoi pas, mais ce qui intéresse les gens, c'est surtout les bases. Et plus on va dans l'élémentaire, plus c'est demandé, je pense. Ouais. Tu, comment dire ça? Est-ce que tu te sens aujourd'hui, je sais pas si c'est responsable le mot, mais de d'un certain nombre de stagiaires effectivement qui ont suivi ces tutoriels, de comment ils font sur la plage? Ah bah complètement. Je pourrais être je m'en foutiste et puis justement j'ai dit tout à l'heure que j'avais un job alimentaire qui était la réception hôtelière. Bon, quand j'étais derrière mon comptoir et que j'avais mal préparé l'arrivée du client, j'ai envie de te dire, j'en avais rien à foutre. J'étais plus occupé à penser à comment allait être la session de demain, même si je savais rester courtois et quand même un minimum opérationnel. Mais là aujourd'hui en kite, non, c'est quand même une sacrée responsabilité que les gens ne se mettent pas en danger, ne mettent pas d'autres personnes en danger. Je pense que c'est tout à fait mon rôle de m'assurer qu'il y a un certain suivi, que je peux amener des réponses à des questions pour les gens s'ils en ont besoin après un stage, parce que peut-être que je me suis mal exprimé, peut-être qu'il y a eu quelque chose que j'ai aussi omis de dire. Dans un format de cours classique, on a 3 heures, 4 heures pour satisfaire un groupe de clients. On, on oublie des choses, on n'a parfois pas le temps, on est aussi assujetti à la météo, tout ça, donc c'est pas un métier où on peut juste cocher des cases en fait, c'est pas toujours évident. Et donc il y a énormément d'imprévus. Donc c'est vrai que je pense que faire des supports PEDA qui permettent à l'élève de se reposer chez lui tranquille, assimiler ce qui n'a pas eu le temps de l'être, voilà, de créer un groupe comme One Launch Kiteboarding ou avoir une adresse email où les gens savent qu'ils peuvent te joindre pour poser des questions, sans exagérer bien sûr. C'est important et oui, je me sens complètement responsable. Il y a aussi une chose, c'est que on observe énormément dans le kite des gens qui sont sur la plage, qui ont le savoir ou qui déjà pensent l'avoir parce que c'est pas toujours le cas, et puis qui s'amusent à regarder les autres se planter en disant tiens regarde-moi cet idiot là. Mais enfin je trouve ça complètement pathétique comme comportement. Si on a la chance de pouvoir guider, autant le faire. C'est les mêmes personnes qui se plaignent de fermeture de spots et de choses comme ça, mais si on était tous bienveillants les uns envers les autres, si on prenait juste le temps d'expliquer. Alors il y a toujours des têtes de cons qui n'auront pas envie d'écouter, mais bon, ça c'est une minorité, je pense. Mais si on prend vraiment le temps, bah, on peut faire qu'il y a une certaine pérennisation de la bonne pratique, de la bonne entente entre les gens, et voilà. Donc je pense que c'est à nous de construire tout ça. Et si c'est pas le rôle premier d'un moniteur, je me demande de qui c'est le rôle alors, parce que c'est quand même nous qui sommes là pour vulgariser le sport, vulgariser le produit et le mettre dans les mains de tout le monde. C'est quoi la proportion, le nombre en tout cas de moniteurs, tu disais le moniteur ICAO, l'examen pour devenir moniteur de kite sur le globe? Alors, le nombre de moniteurs existants. Alors, moi, j'ai commencé avec l'ICAO en 2010. Le nombre de moniteurs ICAO aujourd'hui dans le monde, je suis absolument incapable de te le donner, puisque c'est en fait ICAO, c'est International Kiteboarding Organization. Ça a été créé d'ailleurs par un Français. Mais c'est quelque chose qui n'est pas reconnu en France. Tu ne peux pas enseigner en France avec ça. Et c'est par contre international, c'est-à-dire qu'aujourd'hui tu as des Russes, des Argentins, des Australiens, voilà. Tout le monde est passé sur ce produit depuis le début des années 2000. Et après tu peux, par exemple si tu veux bosser en France, moi j'ai passé aussi ce qui s'appelle le BPGEPS, donc c'est un an de formation à Montpellier ou à Quiberon. Ok. Et donc là ça te donne le droit d'exercer en France, de monter une boîte en France. Donc ça, c'est mon cas, c'est ce que j'ai fait en 2015, puisque j'avais envie justement de crédibiliser un petit peu aux yeux de la clientèle française mon savoir-faire. Mais de plus en plus, en fait, tu as des législations qui se mettent en place dans chaque pays. Je sais qu'aujourd'hui, par exemple, l'Andalousie, pour le spot de Tarifa particulièrement, a mis en place un nouveau diplôme qui se passe en 3 mois, dans le but de faire un peu de protectionnisme et puis de pouvoir empêcher l'implantation d'écoles vandales, entre guillemets, qui n'ont aucune qualification et qui viennent juste sur la plage avec un drapeau, des ailes et des clients à l'arrache. Tu as aujourd'hui l'Angleterre a un diplôme, l'Allemagne a un diplôme avec le VDWS. Tu as de plus en plus de diplômes voilà, qui se créent
pour essayer de structurer un petit peu l'enseignement du kite, le réglementer également, et puis aussi créer un certain protectionnisme, parce que c'est vrai que, comme moi je l'ai fait pendant pas mal d'années, on est des moniteurs donc d'un pays X ou Y, et puis on part faire une saison à droite, à gauche, potentiellement au détriment de l'emploi local. On vient, on est embauché sans contrat, on n'a pas d'assurance, on n'a rien. Enfin, je veux dire, c'est complètement marginal encore aujourd'hui. Et quand on croit consommer quelque chose de structuré avec du kitesurf, on se met bien le doigt dans l'œil. En fait, aujourd'hui, un cours de kite, il y a vraiment de tout. Il y a à boire et à manger sur le marché. Et tout reste encore à mettre en place en termes de structure et de la belle qualité. Et tu me confirmes que finalement, c'est quand même un sport qui est très pratique, très empirique. Tu peux avoir la théorie, évidemment, initialement pour comprendre, mais tu ne t'en sors que si tu essayes vraiment les choses une par une. Alors moi, à mon humble niveau, quand j'enseigne à un ou deux amis ce que je sais faire, effectivement, donc il y a une partie sécurité, il y a une partie théorique, mais les personnes ne se rendent vraiment compte de ce que c'est qu'une fois qu'elles sont vraiment harnachées à l'aile, quoi. Et donc j'ai l'impression que c'est quand même un sport qui est très empirique. Il va falloir d'abord, il faut d'abord, c'est pas d'abord en fait le mot d'ailleurs, il faut essayer pour se rendre compte du sport. Oui, alors c'est à la fois le charme, l'attrait majeur et le grand problème du kitesurf. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vas avoir, en fait, c'est comme tu dis, c'est une succession de petits modules. Il y a le visuel, la théorique, il y a le fait de s'harnacher et ce qu'on va ressentir en étant harnaché. On peut, avec un peu de chance et une bonne mise en place, très vite se faire plaisir en kite, sans maîtriser tout ce qu'il constitue, tout le savoir que ça demande, et du coup se sentir autonome, se sentir à l'aise. Et en fait, on se rend compte que moi aujourd'hui, comme je te le disais plus tôt, je suis spécialisé dans le perfectionnement. Et aujourd'hui, je m'amuse en fait à faire comprendre à des gens qui ont parfois 10 ans de kite derrière eux qu'en fait, ils ne comprenaient pas très bien comment fonctionnait ce qu'ils ont entre les mains. Donc, si je ne digresse pas trop et réponds à ta question, je pense que c'était ça. Hein. Le kite, oui, pour bien le pratiquer, il y a beaucoup de choses à maîtriser, et ce n'est pas que le fait d'être harnaché et de faire droite-gauche avec une aile de kitesurf. Je ne sais pas si c'était ça ta question. Tout à fait. Et j'ai souvenir d'avoir fait des petits cours assez originaux à l'époque déjà de notre rencontre où je devais manipuler l'aile pour la faire redescendre en arrière et la poser sur la Ah plage. oui. C'est vrai que ça, j'avais pas du tout pensé à le faire depuis le début. Et c'est un exercice qui donne un peu plus de pratique sur ce que représente la manipulation de toutes les lignes. Exactement. En fait, il y a deux visions. Hein. Il y a la personne qui, avec son aile, fait du droite et du gauche, comme un cerf-volant classique. C'est effectivement ce qu'on fait. On tire à droite, ça va à droite. On tire à gauche, ça va à gauche. Et moi, ce que j'essaye de faire dans mes cours de perfectionnement, c'est déjà de commencer à faire comprendre aux gens qu'il y a aussi la notion de marche avant et de marche arrière. Et à partir de là, ça ouvre toute une nouvelle perspective et on commence à mieux comprendre en fait les mécanismes aérodynamiques de l'aile. Alors, pour le coup, moi, je suis pas du tout attiré par tout ce qui est mécanique de vol tous ces trucs de geek, hein, entre guillemets, et de sciences physiques et mécaniques. Et donc, j'ai appris le kite de façon très intuitive, parce que j'ai toujours fait des sports de glisse, de la planche à voile, du surf, du skateboard, bref, tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai progressé très vite et j'ai aussi après stagné d'un seul coup. Et puis, en commençant à me poser les bonnes questions grâce à l'enseignement, parce qu'en fait, mes élèves me posaient des questions auxquelles j'étais absolument incapable de répondre, j'ai commencé du coup à me questionner, à aller chercher un peu plus loin, et c'est ça qui m'a redonné une vague de progression pour ma pratique personnelle. Et donc, une fois que je l'ai assimilé pour moi, je me suis dit bon excellent, moi j'ai eu le déclic, je vais aller essayer de trouver des outils pour le donner aux personnes qui viennent me voir en cours. Et c'est pour ça que j'adore aujourd'hui faire du perfectionnement et essayer de changer en fait cette conception. Je tire à droite, ça va à droite, je tire à gauche, ça va à gauche de l'aile. Et on s'éclate vraiment dans ces cours grâce à ça. Et c'est bien, ça donne une nouvelle dimension. On est plus sur ce côté. Quand je vois des gens qui enseignent le kite depuis 10 ans, 15 ans de la même manière, moi, ça ça me fait un peu mal au cœur. Je comprends. Ils se cantonnent dans un espèce de pseudo savoir-faire complètement figé, alors qu'en fait, c'est une évolution absolument constante, quoi. Et le matériel évolue beaucoup aussi d'ailleurs. Je ne sais pas si tu l'as constaté depuis tes débuts de cours en 2009-2010 et aujourd'hui, les ailes n'ont plus du tout
ne ressemblent plus du tout aux originales que tu avais à l'époque. Alors, donc moi j'ai commencé en 2006. J'ai commencé à enseigner en 2010. Je dois avouer qu'on est quand même sur un format 4 lignes avec un bord échoqué et donc un dépower potentiel. Il y a eu un grand gap entre 2000 et 2005 où là, tous les ans, il y avait une nouvelle innovation et on est passé sur du 2 lignes bloquées au système donc justement 4, 5 lignes. Donc avec aussi la possibilité de se désolidariser de l'aile, ce qui n'était pas le cas au début. Et après, je dirais que depuis le début de quand j'ai commencé à enseigner, il n'y a pas de changement majeur. Il y a vraiment de la performance pure de l'aile, de la stabilité, du répondant, du confort de maniement. Mais si on prend les grandes lignes, on est sur un bord d'attaque gonflé, des lignes avant, des lignes arrière, et donc l'évolution n'est pas tant à ce niveau-là. Par contre, je dirais que les produits pour travailler sont plus confortables. Moi, je me revois, j'ai fait des Ok, saisons, en plus ça dépend de matos avec lequel on bosse, mais parfois il y a des saisons où tu sais que tu vas bosser avec un certain type d'aile et tu sais que bah, tu vas en chier, quoi, parce que l'aile en question, elle vole pas, elle marche pas. Et c'est très compliqué de la mettre entre les mains d'un néophyte qui bah, lui-même est un petit peu fébrile sur ses réflexes. Donc ouais, il y a des saisons qui sont plus ou moins difficiles en fonction du matos. Et c'est des choses qui arrivent beaucoup moins aujourd'hui, puisque globalement, à peu près tout ce qu'il y a sur le marché vole bien. ok. Et toi, du coup, tu as testé toutes les marques qui existent sur la Terre, parce que j'imagine que tous les clubs ont leur spécialité. Alors, j'ai testé pas mal de choses. J'ai dû travailler avec une bonne dizaine de marques. Pour ma propre personne, j'ai navigué avec bah, à peu près autant, une bonne dizaine de marques aussi. Enfin, j'ai eu mon quiver constitué du coup de différentes marques. Maintenant, je travaille avec Elevate qui pour moi fonctionne très bien. J'aime beaucoup. Je dis pas que c'est les meilleurs, mais en tout cas, il n'y a rien qui fasse que ce soit pas une marque qui mérite d'être dans le top 5 pour moi. Et je pense qu'en tout cas, en tant que moniteur, c'est très important de pas se cantonner à juste utiliser une marque. Il faut tout essayer. Plus on en essaye, plus on est capable. En fait, aujourd'hui, on n'est pas des représentants d'une marque. Ça, c'est pas vrai. Sinon, on serait des pro-riders ou des commerciaux. Moi, aujourd'hui, je suis plutôt un conseiller. C'est-à-dire que je me dois de connaître les produits, un minimum, peut-être pas tout, mais un minimum pour pouvoir dire à X, c'est ça qu'il te faut, à Y, toi, va plutôt là-dessus, et pas me laisser influencer par l'affectif et parce que j'ai un arrangement avec une marque. Ça, c'est pas du tout là-dedans que je veux rentrer aujourd'hui. Et alors, peut-être juste une petite parenthèse, quand tu as commencé, donc tu avais appris tout seul, est-ce que tu as eu un coach pour arriver à un certain stade avant de te dire, là maintenant je suis prêt à passer le diplôme UKO? Est-ce que tu en as encore un aujourd'hui d'ailleurs qui te continue à te coacher? Ouais, moi j'ai eu un super coach, c'est l'apéro. À chaque fois à l'apéro avec les collègues, on parle de notre journée de boulot et on parle de nos sessions. Et c'est le meilleur moyen de progresser. Non, non, j'ai jamais eu de coach. J'ai bouffé des vidéos depuis le début, c'est-à-dire que avant de partir à l'étranger en 2009 et de vivre à fond kite, bah, j'étais complètement autiste, même si YouTube et tout était moins développé en 2007-8. Il y avait déjà des supports et donc je consommais tout ce que je pouvais. J'achetais les magazines tous les mois, les DVD. À l'époque, c'était Étienne Lotte, Mika Fernandez, Jérémy Eloi, enfin voilà. Voilà, je consommais de ça autant que possible. Et j'ai donc appris, progressé grâce à ce que je voyais. J'ai été à l'eau autant que possible. Et puis j'ai pris des boîtes et des boîtes et des boîtes. Et puis et puis voilà. Et puis comme je te disais, à l'apéro après quand je suis devenu moniteur, le soir, surtout à El Gouna, j'étais dans un contexte où on était beaucoup de moniteurs de kite, donc on se fréquentait. Donc quand on se voyait le soir pour boire une bière, ben on parlait de nos problématiques au taf, on parlait de telles figures qu'on convoitait, de ce qu'on en comprenait, on échangeait les idées. Donc ça a été très fructifiant, très, très utile. Et puis bah, après, prendre du recul sur sa pratique, hein, de toute façon. Et par contre, bah, justement, moi, c'est ce que j'essaye de faire aujourd'hui dans mes cours, c'est
tout simplement, toutes les boîtes que j'ai prises, toutes les erreurs que j'ai faites, en apprenant plus ou moins seul, c'est de trouver d'autres chemins pour mes stagiaires, pour qu'ils ce soit moins traumatisant et qu'ils puissent progresser plus vite en diminuant le risque de blessure et le risque de peur. Et puis voilà, de se faire plaisir. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'on n'est pas obligé d'aller au carton pour progresser en kite. On peut mettre en place de la structure et de la méthode. Et je te rejoins parfaitement, et c'est vrai qu'on on en est en grande partie reconnaissant finalement que tu prennes ces boîtes justement avant nous pour tâter un peu le terrain et savoir ne pas quoi faire. Il faut bien un lièvre, on va dire, dans l'histoire. Euh, ça rejoint quand même ma théorie de tout à l'heure, de savoir que à partir du moment où tu veux progresser, il faut quand même oser faire des choses, et donc faut se lancer au risque de se prendre une boîte pour faire une fois, deux fois, 10 fois, 50 fois le geste avant de l'avoir correctement. Notamment, je pense par exemple à des figures, quand on commence à être assez à l'aise en kite et qu'on veut faire des figures en déhooké, des tours qu'on appelle des kite loops, etc. Il faut bien l'essayer une fois, deux fois, 50 fois avant d'y arriver correctement. T'es d'accord? Je suis tout à fait d'accord. Et par contre, ce qui est vrai, c'est que aujourd'hui, quelqu'un d'averti, en te voyant, toi, essayer une figure, tu vas l'essayer 50 fois avant d'avoir le recul nécessaire pour comprendre ce que tu as fait de travers. Alors qu'un œil averti qui te regarde de l'extérieur, va pouvoir te dire, tac, tac, hop, tu corriges ça, ça, ça. Et là, dans 10 essais au lieu de 50, ça va passer. Et voilà. Philippe, Donc, c'est parlons quand d'une même journée type. Imagine, on sort 40 du chutes contexte évidemment de ce économisées, 40 confinement risques de actuel. blessures potentielles. Et C'est quoi ta journée du jeudi? c'est quand même Comment ça se beaucoup de passe? temps de gagner. Donc, c'est assez appréciable. Bah, effectivement, dans ton cas, comme il y a deux situations, on va décrire les deux. La journée du jeudi, quand je suis en stage ou quand je suis chez moi? Écoute, ouais, alors moi, c'est vrai que, admettons que par exemple, je sois. Donc aujourd'hui, ouais, déjà, quand est-ce que je travaille? Je travaille à la fois chez moi, donc en Bretagne, quand je suis sur mon PC à organiser les stages que je propose à l'étranger. Donc admettons que je sois en France, eh bien, je vais préparer donc tous mes stages de perfectionnement, m'assurer que les gens ont bien les assurances qu'il faut, qu'ils ont bien booké leur vol. Je travaille en partenariat avec une agence de voyage, donc voilà, j'organise tout ça, je prépare des tutoriels vidéo éventuellement. Et sinon, j'essaye de naviguer autant que possible cette année. C'est un de mes moteurs de l'année 2020, du coup, qui est un petit peu anéanti en ce moment, puisqu'on sort plus de chez nous. Mais là, j'ai essayé de dégager autant de temps que possible. Comme, en fait, c'est la première année depuis 10 ans que je me sédentarise. Là, je suis axé chez moi, à 10 minutes du spot le plus proche. Donc, comme ma vie est un petit peu plus stable et que je suis pas en voyage constant, et ben c'est vrai que ouais, j'ai envie de passer le plus de temps possible dans l'eau pour continuer à progresser, tester d'autres supports comme le strapless, le foil, et en vue de pouvoir être encore plus performant quand je l'enseigne avec mes élèves. Donc ma journée type en ce moment, c'est ça, quoi. C'est, je me lève, je fais mes mails, je fais mon petit déj qui est un vrai rituel. Et après, je regarde les conditions et je vais naviguer à droite à gauche, donc soit en foil, soit en strapless, soit en twin tip en fonction des conditions. Et après, quand je rentre, en général, j'ai toujours des mails, des choses comme ça. Donc c'est rien d'exceptionnel. Par contre, c'est vrai que j'ai la chance de pouvoir me dégager au moins une session, au moins 3-4 sessions dans la semaine. Et sinon, quand on est en stage, c'est complètement différent. Donc, en stage, en gros, tu te lèves vers 7h30, tu prends le petit déj avec les stagiaires. Euh, Très vite, on va se retrouver sur le spot avec du matos dans les mains. On va mettre en place une séance en fonction des objectifs et de ce que nous donne la météo. Donc là, on va avoir un encadrement en bonne et due forme, une zone de nav, des gens qui évoluent, font des figures, reviennent me voir, me demandent des explications. Moi, je suis en général sur la plage en train de filmer, en train de parler, expliquer, demander à tout le monde de poser le matos pour faire une démonstration, revoir les objectifs si ils ont été mal jaugés ou si les conditions météo évoluent. Ensuite, on rentre, on mange, petite sieste, éventuellement deuxième session dans la journée ou pas, parce que c'est vrai que sur du perfectionnement, ça peut être éprouvant de rider 2 fois par jour. Donc, en général, j'essaie surtout de faire une bonne session par jour plutôt que deux.
Et puis par contre, après le soir, vers 17h, on se fait 1 à 2 heures d'analyse vidéo, de débriefing sur la journée. On regarde tout ce qui a été de travers, tout ce qui a bien fonctionné, et on remet en place des objectifs pour la journée suivante, et on enchaîne comme ça 6 jours de suite intensifs. Et le soir, on dîne et on va se coucher de bonne heure ou moins de bonne heure en fonction de l'ambiance du groupe. Quand tu parles de filmer du coup les performances de chacun et les faire des revues le soir, c'est quoi le matériel que tu utilises du coup? Tu peux nous en parler? Alors, le matos, pour filmer, il y a plein de possibilités qui s'offrent à toi. Tu vas avoir la GoPro, tu vas avoir le caméscope étanche, tu vas avoir le caméscope non étanche, tu vas avoir l'appareil photo bridge, réflexe, tout ça. Moi, j'ai essayé un peu tout. Et aujourd'hui, je garde la GoPro si jamais je peux me retrouver dans un environnement avec de l'eau jusqu'aux genoux et les gens qui peuvent venir sauter vraiment à proximité de moi. Par contre, c'est vrai que les gens n'ont pas souvent l'habitude de la GoPro et sont toujours trop loin. Donc, c'est assez intéressant la GoPro parce que ça permet de construire une mise en place pédagogique en même temps et d'apprendre aux gens à venir sauter exactement là où ils l'ont décidé. Or, tu te rendras compte quand tu encadres des gens en perfectionnement que souvent ils sautent là où ils peuvent et ils n'arrivent pas trop à être décisionnaires là-dessus. Donc ça, c'est assez drôle. Et en fait, ça en fait un réel exercice très intéressant aussi de gérer les flux et que les gens arrivent à se gérer, à voir qui va venir, à qui donner la priorité, à pas laisser tout le temps la même personne venir devant toi. Donc ça, c'est un super outil, la GoPro, pour ça. On peut vraiment exploiter dans ce sens-là. Et après, sinon, moi, j'ai un Lumix FZ300. C'est un bridge qui est pas très haut de gamme, hein. C'est un produit à moins de 500 €, mais néanmoins tropicalisé, donc relativement résistant aux embruns et aux sables qui volent, puisqu'on est dans un environnement marin. La stabilisation est très bonne. La qualité d'image en vidéo est vraiment pas mal du tout, parce que c'est de l'Ultra HD si je veux, en fonction des réglages. La photo est aussi de très bonne qualité, puisque ça reste un appareil photo. Donc j'ai un bon compromis, photo pour des petits souvenirs, vidéo de bonne qualité et bien stabilisée, même avec le zoom, pour shooter les gens et les regarder le soir au débrief. Je me balade toujours avec mon petit projecteur vidéo, comme ça, si j'ai pas de matos sur place, eh ben, je peux toujours projeter sur un mur et on a toujours de quoi avoir des bonnes conditions de visionnage le soir. Et Ok. donc ouais, ça c'est important trouver un produit qui a un bon rapport qualité d'image, zoom, stabilisation et résistance au milieu marin qui est quand même super agressif. Et je pense que j'ai eu une grosse consommation de produits. Ouais, j'en ai éclaté pas mal. Et je pense que là, entre la GoPro et le FZ300, je suis pas mal. En tout cas, là, j'ai commencé avec ça en janvier. On est en mars. Et pour le moment, je suis très, très content. Il y a vraiment un sans faute sur les produits, là. Bon bah top. Top. On parlait tout à l'heure de cours que tu donnes. Et les cours que tu donnes, est-ce qu'ils sont groupés, individuels? Ça représente combien de personnes quand tu le fais en groupé? Bah, il y a deux produits. Il va y avoir les produits débutants et puis les produits perfectionnement. Pour le débutant, on va être plutôt sur 2 maximum. Moi, je veux pas prendre plus que 2 personnes en cours débutant, parce que j'estime que ça demande vraiment beaucoup de précision et qu'on peut faire plus, mais au détriment de la qualité souvent. Et moi, j'aime bien être derrière les gens et justement corriger tous les détails pour mettre des bases extrêmement solides en place dès le début, qui après seront déterminantes pour la continuité de la production et des bonnes habitudes à prendre. Pour le perfectionnement, ça dépend des spots. Il y a des spots qui sont plus ou moins faciles en termes de gestion de groupe, de mise en place et pour assurer la sécu. Donc, je vais entre 6 et 8 personnes pour le perfectionnement. Et après, comment développer un peu En fait, ce qui est intéressant quand tu vas être sur du groupe, ça va être de vraiment créer de l'autonomie chez tout le monde. C'est que, en fait, moi, j'ai une façon de procéder qui me permet de mettre en place une méthode en début de semaine et qui fait qu'en général, donc, on bosse énormément. Le contenu est très dense le dimanche, lundi, mardi. Et à partir du mercredi jusqu'au vendredi, on va avoir des gens de plus en plus autonomes qui savent exactement ce qu'ils ont à faire. Et parce que mon but, en fait, c'est justement pas de créer de l'assistanat, mais de faire en sorte que quand les gens rentrent chez eux, bah, ils ont encore une marge de progression qui soit croissante et qui s'émancipe de moi au maximum. Je veux pas être là à dire tire à droite, tire à gauche. C'est plutôt
quand les gens arrivent avec une question, moi je leur en pose une autre pour les faire gamberger et qu'ils trouvent leur propre solution, quoi. Donc c'est un procédé assez intéressant parce que ça me permet après en fin de semaine souvent de naviguer avec les gens, qu'on puisse tous se faire plaisir, qu'il y ait une vraie émulation. Et par contre, ça impose un début de semaine assez solide avec beaucoup d'analyses vidéo, de théories, de blabla, d'échanges. Donc faut être très présent, quoi. Et alors, j'ai l'impression que c'est un métier quand même très saisonnier. Je me rends pas compte à quel point par Mhm. rapport à un moniteur de ski qui va faire ça que l'hiver, est-ce que toi, tu as des périodes dans l'année où ça marche bien et d'autres dans lesquelles, où, comme tu dis, tu anticipes par exemple cet été, etc. Ouais, t'as tout à fait raison. C'est pour ça que pour le moment, je bosse pas en France. En fait, je fais toutes mes prestations à l'étranger. En fait, moi, je pouvais pas concevoir de bosser en me disant il y aura du vent, il y aura pas de vent. Jean-Michel aujourd'hui il va venir, demain il sera pas là. Ça me gonfle au plus haut point. Donc en fait, j'ai décidé de créer un produit où je me déplace à un point donné, à un moment de l'année bien choisi, pour donner une prestation avec du vent quasiment garanti. Et au moins tout le monde est sorti de son contexte quotidien de chez lui. Il est là pour du kite, pour bouffer du kite pendant une semaine. Et voilà, donc je me suis vraiment écarté de cette saisonnalité. Donc tu vois, par exemple, là, si je prends l'année 2020, j'étais en janvier au Cap-Vert. J'ai fait 2 semaines de stage avec mes stagiaires. En mars, j'ai fait la République dominicaine, où je suis rentré un petit peu plus tôt que prévu parce qu'on a eu la petite catastrophe sanitaire qu'on connaît. En juin, Inch'Allah, si tout va bien, je suis à Dakhla au Maroc pour 3 semaines. Et puis, normalement, en août, je pars au Brésil pour 3 semaines et je retourne au Brésil en novembre pour 3 semaines. Donc voilà, sur une quinzaine de semaines, pour 4 semaines, pardon. Donc sur une quinzaine de semaines, comme ça, j'ai construit mon année 2020. Et j'essaye justement donc d'aller à chaque fois là où les conditions seront les meilleures pour avoir des excellentes conditions de travail et de pratique. Et voilà, j'ai décidé en fait de plus faire, de plus être assujetti au juillet, août, septembre, comme tout le monde en France. C'est d'ailleurs assez drôle, je crois que cette année, je vais même pas bosser en juillet. Enfin, je vais pas bosser sur le terrain en tout cas. Ouais. Et donc tu t'en fais ça devient une gestion de budget quand même non négligeable dans l'histoire pour garder des entrées assez constantes finalement sur l'année. Alors c'est plus qu'une gestion de budget. Je pense qu'on est plus sur donc déjà, faut faire ton calendrier un an à l'avance à peu près, en tout cas bien en amont. Avoir des partenariats locaux partout où tu vas, parce que moi je refuse en fait d'arriver sur le spot où des gens sont déjà en place, la bouche en cœur avec mes clients et puis dire que je fais ma presta, je me casse et que je fais rien fonctionner sur zone. Donc j'ai toujours un partenaire local qui me propose de l'hébergement, éventuellement de la location de matos si besoin. C'est du donnant-donnant, quoi, hein. Moi je lui propose donc d'avoir un peu de passage chez lui, de la mise en avant sur les médias et euh, et puis comme ça, voilà, on marche main dans la main. Moi, je me sens moins seul. Eux, ils ont de la dynamique. Et ça impose surtout d'organiser, mais pas tant de l'investissement. L'investissement, il est dans le temps. Et puis, financièrement, c'est surtout un billet d'avion. Ouais. Voilà, c'est pas comme si j'avais une école avec des locaux et un loyer à payer tous les mois. Un parc matériel de cinquantaine à renouveler, un bateau. Donc c'est un schéma qui est complètement différent. Par contre, il faut pouvoir partir un certain nombre de fois dans l'année. Faut aussi accepter de le faire. Moi aujourd'hui, j'ai pas d'enfants, de choses comme ça, mais c'est vrai que quand tu as une vie de famille, 2 enfants, d'autres impératifs, je sais pas, un parent malade à aider, t'as peut-être pas la possibilité de te barrer 3 semaines comme ça consécutives plusieurs fois dans l'année. Donc, c'est une organisation, en fait, plus qu'un investissement financier. D'ailleurs, justement, tant qu'on est sur ce sujet-là, est-ce que tu as quelqu'un dans ta vie qui te soutient et qui t'accompagne sur ces activités? En couple, oui, oui. Moi, je suis en couple depuis 5 ans. Je suis pacsé. Ma conjointe est polonaise et là, elle vit en France. Donc, on s'était rencontrés en Grèce en 2014 et elle a donc accepté de quitter la Pologne pour venir en Bretagne maintenant avec moi. Alors pendant pas mal de temps, elle m'a suivi. D'ailleurs, en 2018, on s'était fait un pseudo tour du monde sur fond de coaching. Donc on avait fait 8 destinations avec un mois, un pays.
Et elle m'avait suivi là-dessus. Et on avait fait donc 2 semaines de coaching, 2 semaines de vadrouille dans chaque pays pour se faire Trop plaisir. sympa. Et ouais, c'était vraiment excellent. Et maintenant, par contre, elle a un job à Lorient, en Bretagne. C'est pour ça que moi, je commence à me sédentariser. Et d'ailleurs, le prochain projet, c'est de faire un produit comme je propose à l'étranger, mais en Bretagne. Et d'ouvrir beaucoup sur tout ce qui va être pratique du foil. euh, au cas où on ait des problèmes de vent léger, justement, et de proposer des stages donc de perfectionnement, mais avec tous les jouets nécessaires pour pouvoir profiter du vent à partir de 8 nœuds à peine, quoi. En fait, l'idée, ce serait de faire un concept de guest house où, par exemple, tu es à Paris, tu as envie de faire un stage de progression. Le budget de l'avion, c'est pas forcément quelque chose d'évident. Donc là, je peux proposer, par exemple, un produit du lundi au vendredi sur 5 jours où tu viens, il y a un petit groupe de 4 personnes, tu as le logement à proximité du spot. Euh, on met en place des séances de kite tous les jours, donc du lundi au vendredi, et puis Ouais. avec également de l'analyse vidéo le soir. Donc tout le format que je propose à l'étranger, et puis en plus donc la possibilité d'avoir donc le bateau pour aller faire des séances en pleine mer, d'aller découvrir du foil, du strapless, du twin tip, voilà, de peut-être aussi avoir la mise à disposition de supports que tu n'as pas l'occasion d'essayer régulièrement, que tu n'as pas forcément envie d'acheter tout de suite parce que tu connais pas, et de passer une bonne semaine en Bretagne avec d'autres kitesurfers dans un logement commun. Et donc c'est à la fois interactif, sympa, tu progresses, c'est sportif. Le soir, tu te fais griller des saucisses dans le jardin, voilà. Donc faut trouver l'endroit propice pour ça. J'ai quelques idées en tête, et c'est un projet que j'ai envie de mettre en place pour les alentours de 2023. Donc moi, ça me permet de me sédentariser un peu plus, d'être moins tributaire de l'étranger, et Ouais. puis et voilà, de dynamiser un petit peu aussi mon environnement local chez moi. Philippe, est-ce que tu as eu des frustrations durant ta carrière? Est-ce que tu as des éléments sur lesquels, je sais pas, t'es triste de ne pas l'avoir fait ou tu regrettes de ne pas l'avoir fait? Je pense que la plus grosse difficulté que depuis que j'ai commencé à enseigner en 2010, la plus grosse difficulté, elle a été clairement en 2012-2013, là, quand j'ai commencé à me rendre compte de la précarité vraiment évidente de mon taf. Donc quand j'ai créé OLK, en fait, pour essayer d'évoluer. Oui, 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 en fait, j'ai failli arrêter d'enseigner parce que j'allais vers un mur certain, et c'est comme je te le disais tout à l'heure, extrêmement compliqué de pas voir où tu vas, de travailler pour le compte de quelqu'un, d'être payé même pas 1 000 € par mois, parfois même parfois tu fais des mois à zéro parce qu'il n'y a pas de vent, il n'y a pas de clients, t'as aucune garantie, aucun confort, t'es tout le temps loin de chez toi. Tu veux construire une vie à droite ou à gauche, et puis après tu dois tout annuler parce que tu pars ailleurs, parce que le vent il sera ailleurs pendant 3 mois. C'est extrêmement compliqué. Il faut avoir les reins et le mental un peu solide quand même pour vivre comme ça. Moi, j'ai réussi à tenir à peine 3 ans. Après, j'avais envie de tout foutre en l'air. Donc, c'est vraiment là que j'ai créé OLK. Aujourd'hui, je suis absolument pas frustré. Je suis au contraire super content et reconnaissant de pouvoir vivre de ma passion avec un confort de vie palpable, en tout cas celui auquel j'aspirais, une stabilité de couple, une stabilité financière relativement acceptable, et de plus être dans une précarité du quotidien constante, quoi. Donc non, j'ai pas de frustration maintenant, au contraire, plein de projets, plein de choses qui se mettent en place. Par contre, ouais, j'ai été bien au fond du trou entre 2012 et 2013, ouais, carrément. Et d'ailleurs, aujourd'hui, le projet du Brésil, là, dont j'ai pas parlé, mais donc la Guest House One Launch Kite House au Brésil, donc on a là-bas, avec mon associé K-League, un centre qui a donc 8 chambres, une école de kite, et un super spot donc pour faire de l'enseignement débutant. On fait donc tous mes stages donc de perfectionnement au Brésil, je les fais là-bas aussi. Et on a une Ok. belle salle de 60 mètres carrés avec projection vidéo là pour tout ce qui est travail théorique et analyse, et un petit bar sympa pour prendre l'apéro le soir. Bref, c'est d'avoir des choses comme ça entre les mains aujourd'hui, c'est extrêmement gratifiant, et c'était inespéré il y a 5-6 ans. Ouais.
Est-ce que tu constates comme moi qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup plus de kitesurfers aujourd'hui? Moi, j'ai commencé, je pense comme toi, dans les 2006-2007. C'est vrai Mm. qu'à l'époque, on était trois hurluberlus sur la plage. Les gens avaient une admiration pour un cerf-volant d'une telle taille qui décolle. Oui. Aujourd'hui, il y a des spots où je n'arrive même pas à installer mon matériel tellement il y a de gens sur la plage. Je pense notamment à certains spots très convoités par les Parisiens, un peu comme moi, frustrés d'être Mm. un peu loin de la mer. Est-ce que tu constates qu'il y a une évolution de la population de kite qui est quand même à la fois exponentielle et impressionnante? Ouais, complètement, ouais. Ouais, ouais, il y a vraiment beaucoup de kiteurs, il y en a de plus en plus. Bah, de toute façon, tant qu'on donnera des cours et que il y aura de la demande, on fera que mettre de plus en plus de gens de pratiquants sur les plages. Et c'est aussi là où je reviens sur ce que tu me disais. Est-ce que je me sens responsable? Bah, bien sûr, hein, en tant qu'enseignant, j'ai plutôt intérêt à me bouger le cul et à donner la possibilité aux gens d'être bien informés parce que sinon on va aller vers un chaos avec nos 25 mètres de ligne et nos ailes qui chargent de l'énergie avec des lignes en tension. Il y a moyen de faucher pas mal de gens sur son passage. Donc ouais, il y a de plus en plus de monde. Ça, il y en a qui préfèrent pester sur le sujet et moi je préfère le prendre en main et me dire que j'ai un rôle à jouer parce que de toute façon on n'y changera rien. Tu as dû le vivre comme moi quand on te met une aile dans les mains pour la première fois, ben, t'as soit le coup de foudre, soit ça te fait flipper, mais la plupart des gens, au bout d'un moment, ça les fascine et t'as as juste envie de virer tout dans ta vie et d'en faire tous les jours. Donc le pouvoir addictif du kite, il est extrêmement présent. Et donc ouais, moi ça me surprend pas qu'il y ait de plus en plus de monde. Et tant mieux, parce que moi ça veut dire que j'ai un job aujourd'hui et ça me rassure. Donc j'ai envie de faire pérenniser le truc et de m'assurer une activité jusqu'à la fin de mes jours, quoi. Bah, très très bien, très très bonne remarque. Et d'où ma question suivante. Est-ce que tu comptes t'arrêter un jour? Non, non, pas du tout. Ouah, moi, je vais te dire, il y a 20 ans, je suis parti. Enfin, pardon, à 23 ans. Donc, il y a 10 ans, je suis parti à Nouméa avec un billet aller parce que j'avais envie de faire du kite et pas autre chose. Mais aujourd'hui, peut-être que je vais faire des choses différemment, mais je vais encore vivre du kite. C'est-à-dire que donc j'ai mon centre au Brésil, j'ai mon projet de guest house en Bretagne, j'ai ce réseau OLK, donc des écoles partenaires One Launch Kiteboarding qui sont donc des gens pour qui je me porte garant de la qualité sur tout ce qui est réseau francophone dans le monde. Donc il y a toute la gestion de ces choses-là qui me demande pas mal de boulot, mais non, j'ai pas envie d'arrêter. J'ai pas envie d'arrêter parce que ça m'anime. C'est quand j'ai rien à faire, je vais dans l'eau. Donc en ce moment, je fais plus de surf que de kite, mais je fais aussi beaucoup de kite. Je fais voilà des sports de glisse et le kitesurf pour moi c'est partie complètement intégrante de ma vie, de mon quotidien et je n'ai pas du tout envie que ça change pour le moment. C'est une bonne manière de faire du sport, d'aller prendre des oligo-éléments et puis de bronzer un petit peu. Donc non, non, moi ça me va très bien. Mais c'est une belle vie, on est d'accord. C'est sympa de pouvoir sortir, faire un peu de surf ou de kitesurf ou encore d'autres choses. Ils ont inventé récemment le paddle. Je sais pas si tu as essayé de paddle. Tu as essayé de faire du paddle kite ou pas? Du paddle kite, Je c'est-à-dire? me dis, comme t'es prof, t'as peut-être essayé tout type de support. Tu me parlais du foil, tu me parlais du Oui. strapless. Est-ce que t'as essayé le paddle, tu vois? Je sais pas. Ah, le paddle avec le kite, non. Par contre, je fais du stand-up paddle, oui, dans les vagues. Mais maintenant, j'en fais plus du tout parce que je fais du surf foil et je suis devenu complètement autiste, comme quand j'ai fait du kite en 2006 la première fois. Donc, en ce moment, ouais, je suis tout le temps en surf avec un foil sous les pieds. Excellent. Tu nous conseillerais une marque de foil d'ailleurs pour ceux qui voudraient se lancer dans le foil? Bah, je vais faire grincer des dents, hein, mais moi, j'utilise principalement les produits Gong et en termes de rapport qualité-prix pour s'initier au support foil, franchement. Enfin, quand tu vois que tu as des foils aujourd'hui qui coûtent 1500, 2000 euros sans la planche, avec juste le foil, et que là, tu peux avoir un foil de qualité complet à 800 balles, planche et foil, ben, il n'y a pas photo. Si tu veux t'initier au foil et découvrir le support sans te ruiner, il faut acheter du Gong. Je note. Effectivement, c'est un des points sur lesquels je suis en train d'hésiter à me lancer. Et bah, du coup, ça me confirme un intérêt qui est en train de se généraliser. Ça va Philippe, ça va bientôt faire une heure qu'on discute. J'avais deux petites questions encore avant
qu'on se quitte. La première, c'est comment est-ce qu'on fait pour te suivre? On a parlé de One Launch Kiteboarding, qui est la page Facebook. Est-ce que tu réponds aux messages quand Oui. on te les pose? Comment ça se passe? Ouais, ouais. Alors, pas sur le groupe Facebook, mais je réponds aux emails. Je réponds autant que possible aux messages Messenger. Pour me suivre, moi, en fait, après, il y a suivre et suivre, hein. Moi, je suis pas un blogueur, Instagrammeur ou truc comme ça. Ça, c'est pas du tout mon truc. Moi, je propose des supports pédagogiques donc sur YouTube. Ça, tu peux donc le retrouver sur la chaîne YouTube. Tu peux le retrouver sur le site web onelaunchkiteboarding.com dans la rubrique tuto où je fais une page pour chaque tuto. Oui. Et après, j'essaye de faire des petits posts Instagram, des choses comme ça, mais c'est pas. Enfin, si ce soir je me fais un smoothie kiwi, t'en sauras rien, quoi. Hein. Donc voilà. Qu'on fasse bien la part des choses. Et souvent les gens qui me mettent dans la catégorie youtubeur, blogueur, machin. Peut-être. Après, moi, tu sauras jamais rien sur ma vie privée sur les réseaux sociaux. Et donc, il y a me suivre et me suivre, quoi. Moi, si on veut me suivre, faut juste avoir envie de prendre du contenu kitesurf et j'ai pas grand-chose d'autre à raconter, quoi. Donc, ouais, YouTube, le site web et Facebook. Ok. Tu parlais d'un mail tout à l'heure. Où est-ce qu'on peut trouver ce mail? Alors, ce mail qui est complètement imbitable, c'est onelaunchkiteboarding@gmail.com. Donc, il va falloir que je fasse quelque chose et que je fasse un olk@gmail.com ou voilà, parce qu'en fait, personne n'arrive à l'écrire, il y a toujours des fautes. Donc, le plus simple, en fait, sur le site web onelaunchkiteboarding.com, là, tu as un formulaire et tu le remplis si tu as une question à me poser. C'est là que tu vois aussi tout ce qui est stage de perfectionnement disponible pour l'année. Et les cours de kite dans le Morbihan. Et donc voilà, ça reste un très bon moyen de me contacter. Et puis sinon, bah, Messenger sur mon nom, Philippe Ancelin. Mais après, c'est vrai que le plus safe, c'est quand même l'email. Ouais. Et deuxième petite question rapide, quelqu'un qui aurait envie de se lancer comme tu as fait dans ce diplôme d'ICAO, de devenir moniteur de kite, qu'est-ce que tu lui dis? Qu'est-ce que tu lui conseilles? Je lui dis vas-y et je lui dis fais attention. C'est pas tout noir, c'est pas tout rose. Par contre, faut prendre en connaissance de cause que ben, ça va être de toute façon précaire. On peut pas aujourd'hui être prof itinérant et bosser à l'étranger en étant dans une situation stable et sécurisée comme on peut l'entendre dans notre mode de vie français. Je parle bien de français parce que faut quand même dire que le système social ici, il est ce qu'il est. Quand tu expliques à un Croate que toi, tu as du chômage ou du RSA, lui, il comprendra pas forcément. Donc, pour des gens qui viennent d'autres cultures et d'autres backgrounds, être professeur ICAO à l'étranger, c'est peut-être tout à fait normal. Pour un Français, attention, tu descends d'un piédestal et là, tu vas te prendre un bon revers dans la gueule. Donc, faut être prêt, faut avoir envie de s'exposer, faut avoir envie de vivre vraiment de ça. Les mecs qui craquent en premier, de toute façon, ce seront les mecs qui viennent faire ça parce qu'ils pensent qu'ils vont être au soleil, à la cool, en train de tirer des bords pendant une période donnée. Donc là, en général, tu te prends une gifle en quelques mois et puis ça dure pas longtemps. Les vrais passionnés arriveront à tenir et à de toute façon s'investir. Donc s'investir, ça va être tôt ou tard de monter un business. Qu'on le veuille ou non, il faut évoluer, il faut s'assurer ses arrières et c'est un travail qui est extrêmement physique. Tu es au soleil, tu crames, tu dois être patient avec les gens, tu dois avoir toujours envie de donner, tu mets ton corps à contribution. Donc quand tu as 25 ans, c'est cool. Quand on a 45, c'est une autre histoire. Et donc, si tu n'as pas su monter les échelons, tu peux bien te casser la gueule aussi. Donc, c'est une expérience super riche. Moi, je suis très content des choix que j'ai faits. Par contre, faut rester en veille, faut rester conscient, faut toujours se poser les bonnes questions, faut voir si on va, faut savoir à quoi on aspire et ce qu'on veut, quoi. Hein. Mais faut pas aller là-bas la bouche en cœur en se disant que ça va se passer tranquille. Ça, c'est pas tout à fait vrai. Ça peut marcher 2 mois, mais pas pendant 5 ans, quoi. Ça fait sens. Super. Bah écoute, merci Philippe d'avoir pris ce temps avec moi aujourd'hui. C'était hyper intéressant. Avec plaisir. Je te souhaite une belle continuation pour ce projet de guest house kiteboarding le jour où il arrivera. Et on espère que tu pourras très vite reprendre tes voyages professionnels, parce que c'est le cas de le dire, une fois que le confinement sera fini.
Bah, moi le premier, parce que sinon c'est toi qui vas peut-être me donner des astuces pour trouver un autre job, hein. Si jamais le tertiaire se casse la gueule, je vais peut-être aller, je sais pas moi, mettre des raviolis en boîte parce que je sais pas faire grand-chose d'autre. Ça roule. Bon, on se tient au courant, Philippe. Merci encore pour ton temps. Et puis, Avec plaisir. À très Avec bientôt. plaisir, Pierre Arnaud. À bientôt. Ciao. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager à au moins 2 personnes pour le faire connaître encore plus. Et pour ne rien rater des prochains épisodes, abonnez-vous à la page Facebook et à la chaîne. À bientôt.